Là, on va parler des films que j'ai vus récemment. Bon, Ici et ailleurs, exceptionnel. Film de Godard sorti en 76. En fait, l'histoire, c'est qu'il a d'abord filmé en 71, quand il avait créé Dziga Vertov. Faut savoir que Godard, après la Nouvelle Vague, il a pété un plomb. Il a créé le groupe Dziga Vertov avec d'autres réalisateurs. Et il était en mode, on va essayer de faire des films de manière marxiste. Spoiler, ça n'a pas marché. Parce que le cinéma, malheureusement, n'était pas compatible avec le marxisme, on sait pas. Du coup, à ce moment-là, il est très politisé. Il va en Palestine. Enfin, non, il va pas en Palestine, il va dans un camp de réfugiés palestiniens en Jordanie, je crois. Voilà, c'est en Jordanie, exactement. Et il les filme. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il en fait un film. Et finalement, le projet tombe à l'eau parce que Dziga Vertov, ça a complètement foiré, comme je vous ai dit. Et du coup, il arrête. Ce qui se passe, c'est qu'après, il se met avec Anne-Marie Méville, qui est la femme avec qui il a fini sa vie. Du coup, ils ont fait énormément de films documentaires, parmi les meilleurs films de Godard. Donc très très forte aussi, elle serait dans la tier list, évidemment. Et ils se rendent compte d'un truc, en fait, 5 ans après, que le film, en fait, qu'ils avaient fait, ils montraient beaucoup de mensonges, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les images étaient un peu manipulées. C'est-à-dire que eux-mêmes, déjà, il y a une séquence trop belle où en fait, on voit une meuf qui a genre 15-16 ans qui dit moi, j'ai fait un enfant exprès pour que ça devienne un guerrier. Et en fait, tu te rends compte que c'est Godard qui a demandé à la fille de faire ça, elle n'était même pas enceinte. Justement, comment manipuler la réalité. Du coup, là, ça rentre dans les thèmes un peu du cinéma de Chris Marker sur manipuler les images, leur donner un sens. Et au final, est-ce que c'est vraiment important d'être fidèle à ce qu'on montre, ou est-ce que l'essentiel, c'est aussi que ça montre ce qu'on veut raconter, quoi. Et du coup, ça parle de ça dans un premier temps, du coup, de se rendre compte qu'en fait, les traductions, par exemple, en arabe étaient pas bonnes. Le film de base ne montrait pas du tout ce qui s'est passé vraiment. Du coup, c'est ça qui a fait que le film a pris une tournure différente aussi, c'est qu'en fait, il s'est rendu compte des années après que tous les acteurs du film étaient morts, en fait. Tous ceux qu'on voit à l'image sont décédés quasiment dans Septembre Noir. C'est un moment où il y a eu énormément de victimes massacrées par Israël, du coup, en Palestine. Et du coup, c'est intéressant par rapport à ce qu'on parle de Palestine aujourd'hui, de montrer que déjà ce n'est pas récent comme certains essaient de faire croire. Et du coup, en 70, il y avait déjà ces choses-là. Et du coup, le film est super intéressant déjà d'un point de vue politique, de montrer la Palestine, de voir comment ça s'organise, les mouvements de libération, les mouvements révolutionnaires. Et il a un truc super intéressant, ce film, en plus. En gros, ce film, en plus de ça, du coup, comme il a un rapport très méta, parce qu'il a été fait en 2 parties, en gros, enfin, il a été fait à plusieurs époques, en fait il parle des images, en fait, et c'est super intéressant. Du coup, en fait, chaque personne dit un des chapitres du film de base qui au final a été avorté, et t'as ce truc vraiment de la succession des images. Donc tu vois à quel point Godard a toujours été un obsédé du montage. Le montage, le cinéma, c'est une image après une autre image, et le rapport entre ces 2 images et ce que ça crée comme émotion. Et là, du coup, il le met en scène de manière physique. Donc j'adore cette scène où chaque acteur va dire le thème et va montrer l'image devant un projecteur, enfin devant une caméra, pardon. Et il y a aussi un autre plan que je trouve exceptionnel, mais je pense pas qu'il soit là. Voilà, il est là. Le fait de mettre des images comme ça là, je trouve que ça, désolé, peut-être je me branle, mais c'est tellement TikTok. Genre, c'est vraiment tellement comment notre rapport à l'image a évolué. Et il a prédit ça en 70. À quel point, justement, on allait être désensibilisé. On va montrer à la fois des images de guerre, à la fois les informations, à la fois du foot. Et du coup, ça crée un rapport, du coup, à ce qu'on voit totalement distant. Et du coup, ici et ailleurs, c'est ça. Ici, c'est nous, c'est les pays du Nord, les pays colons, les pays qui dominent. Et ailleurs, c'est les pays du Sud qui souffrent, qu'on la vraie violence. Notre confort est basé sur leur souffrance. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un truc intéressant à montrer là-dedans, dans cette opposition de ici et ailleurs. Et du coup, ouais, ce plan-là, je trouve super intéressant, quoi, de ce truc de. Bon, je suis pas en train de dire que ça veut dire les images, on met Subway Surfer en dessous, mais en tout cas, il y a un truc de rapport à l'image, de voir plusieurs images en même temps, ce que ça fait, et ce que ça fait de mal aussi, en fait, ce que ça crée de, comme j'ai dit, du coup, de distanciation, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens plutôt de apathie, dans le sens qu'en fait, on va pas vraiment être choqué par les images tellement on les voit quotidiennement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux. Ça, il aurait pas pu le prédire, mais aujourd'hui, on voit des images de guerre tous les jours, on voit des images horribles. Pourtant, en fait, peut-être que sur le moment, ça nous fait mal, et puis 4 secondes après, on voit un petit chat et on a oublié. Et ça, par contre, faut en parler. Parce que le dernier Ari Aster, Eddington, j'ai été très surpris. Je m'attendais vraiment pas à apprécier, parce que j'ai vu Midsommar, j'avais haï. J'aime pas Ari Aster, hein. Bon, peut-être un peu plus maintenant, mais je vais parler justement. Et Hérédité, j'étais en mode mid. Donc du coup, quand on a parlé de Ari Aster dans la tier list, j'étais en mode rien à foutre, je trouve ça surcoté. J'ai dit tous les défauts que selon moi ça avait et tout. Et là, je vois Eddington, du coup, avec très peu d'espoir, quoi. Je me dis bon, quel est l'intérêt, quoi, j'en ai rien à foutre. Mais je me dis bon, là c'est pas vraiment horreur, il y a un contexte et tout, pourquoi pas. Et je trouve ça tellement réussi jusqu'à une certaine partie que je vais dire après. Mais en gros, le film il est quand même long, il dure 2h30, on va dire, ouais, 2h20, 2h30. Il pourrait s'arrêter à 1h40 et là ça serait un chef-d'œuvre, quoi. Mais vraiment, je ne vanne même pas. Genre le film est vraiment très très réussi dans sa première partie, même ses 2 premiers tiers. En fait, ça parle du coup de... On est pendant le Covid, tout début, mai 2020, aux États-Unis, dans une petite ville, et il y a l'opposition pendant les émeutes de Black Lives Matter entre les débiles de droite et on va dire les débiles de gauche, parce qu'ils sont montrés comme ça dans le film. Et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs. Je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant, mais je vais y venir. Mais du coup, Joaquin Phoenix qui joue le mec shérif de droite, du coup un peu anti-vax, qui veut pas mettre le masque et tout, et Pedro Pascal qu'on voit très peu dans le film, qui joue le maire de la ville, qui lui est en mode socialiste aux États-Unis, on s'est compris, comment on dit, démocrate, c'est ça. Et du coup, l'opposition entre les deux, ça baigne un peu. En fait, ça arrive à cristalliser ce moment-là qu'il y a eu là, déjà, et même un truc un peu plus large aussi. Ce moment où ça s'est encore plus amplifié, qui montre que la politique, malheureusement,
n'est pas que sur le terrain de la pensée, et même plutôt s'est déplacé sur le terrain du commentaire et sur le terrain de je sais même pas comment dire, mais sur le terrain de Twitter, on va dire un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, même les députés de notre bord politique qu'on peut aimer sont obligés de jouer ça, sont obligés de jouer ce jeu et du coup de s'adapter à ça. Et ça fait que du coup, on perd un peu de pensée quand on parle de la politique. Et je trouve que là, peut-être que pendant le Covid, c'était peut-être le meilleur moment parce qu'on était tous cloîtrés chez nous, on pouvait parler que par ça. Et du coup, il le filme tellement bien, il montre à quel point on est tous devenus teubés que maintenant il n'y a plus forcément de pensée parce que à la fois, bah, évidemment, tous les gens alt-right, bon. On connaît, vous connaissez mon aversion pour eux évidemment et je pense qu'on est tous d'accord, mais tu vois qu'ils sont dans les lores un peu anti-vax, qui sont dans les lores un petit peu même de sectes, tu vois les sectes de trucs de oui les réseaux pédophiles et tout, et du coup il va un peu là-dedans et tout. Sa femme, la pauvre, elle est devenue folle en fait, la pauvre, parce qu'elle a subi quelque chose et tout, et lui il veut y croire parce qu'en fait ça l'arrange, en fait il sait pas vraiment ce qui s'est passé, puis là il vit aussi avec la mère de sa femme et elle est complètement. Enfin pareil, ça montre à quel point vraiment tout le monde est devenu fou quoi à ce moment-là. Tout le monde a pété un plomb et du coup l'opposition entre à la fois du coup les droitards comme je disais, mais même ceux de gauche sont pas forcément des gens qui ont lu Gramsci, on va dire. C'est des gens, et pourtant je crois qu'il le cite dans le film. Mais c'est des gens vraiment en gros les gauchistes dégénérés comme diraient les gens d'extrême droite. Mais comme on peut voir, vous voyez un peu les clichés qu'on servi à desservir la gauche d'ailleurs à une époque de l'université Evergreen aux États-Unis. Vous voyez ce genre de gens. Qui malheureusement n'ont pas fait long feu sur le terrain politique parce que en fait ils ne parlent pas forcément de pensée ni de politique. Du coup c'est un peu cela qu'on voit et du coup pendant Black Lives Matter tu vois t'as une scène que je trouve déjà drôle et en plus qui dit vraiment beaucoup de choses. C'est qu'à un moment il y a un flic du coup qui taffe avec Joaquin Phoenix qui est un Renoir et il y a eu l'émeute du coup de George Floyd et lui il s'occupe de du coup de contenir l'émeute parce que en fait c'est ce qu'ils doivent faire parce que voilà parce que les flics et voilà et tu vois du coup deux blancs, enfin une blanche et un blanc qui sont en train de dire non mais agenouille-toi et du coup en fait parce qu'ils font le truc c'est Black Lives Matter, fallait se mettre un genou par terre en hommage à George Floyd, mais du coup là si tu sors du contexte, que tu vois juste qu'on te montre à l'écran, tu vois juste deux blancs qui disent à un noir de s'agenouiller quoi, donc ça reproduit une sorte de système un petit peu raciste quoi. Du coup c'est intéressant de montrer ces trucs là et ouais je trouvais ça super bien. Pareil, je le découvre très bon cadreur en fait aussi, Ari Aster. Là où dans Midsommar, je trouvais pas intéressant, même si bon, il y avait des plans qui pouvaient voilà, être bien réalisés et tout. Ça n'empêche que pour moi, c'était vraiment du clip quoi presque. Là, je le trouve super fort parce que du coup, Covid oblige écran et une manière de filmer les écrans. Ari Aster, je n'ai jamais vu ça au cinéma, je trouve ça trop fort. La séquence, pour ceux qui l'ont vu, où il se présente en tant que maire, du coup, il fait une vidéo sur son téléphone pour la poster sur Facebook. Je trouve ça trop bien. En fait, il filme les écrans vraiment au plus proche. C'est-à-dire que le téléphone, on le voit, on n'est pas non plus dans l'écran, je veux dire, on va pas re-rentrer dedans, on voit toujours tout le temps que c'est un téléphone, ça vient de là, on voit la matérialité du téléphone, on voit l'objet en tant que tel, mais il est filmé vraiment, il prend tout l'espace quoi. Et du coup, je trouve que ça en dit long et ça va carrément dans ce message de ce téléphone-là, du coup, les réseaux ont pris tout, ont vraiment pris comment dire, ont pris le dessus sur la pensée vraiment politique. Et maintenant, on est obligé de se soumettre à ça. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Après, le film a des écueils. Parce que Ari Aster, du coup, je pense pas que ce soit non plus le plus grand réalisateur de tous les temps. Et il va dans des trucs que j'aime pas. Au bout d'1h45, il faut que ça parte un peu dans un délire un peu action. Ça fait n'importe quoi. Tu te retrouves avec des antifas qui ont un jet privé. Ce n'est pas logique. Enfin, genre, quel groupe antifa a des moyens dans le monde? Bref, peu importe. Et après, ça te fait une séquence un peu où ça vire dans des trucs, fusillade et tout. Et ça me plaît moins parce que je trouve que c'est même pas si bien fait, donc là à partir de là c'est plus intéressant, mais 1h45 de film vraiment bien, donc franchement à retenir, et 3,5 franchement il sera dans mon top film de l'année je pense, et je m'y attendais pas. Bah ouais, carrément, le téléphone ça rajoute énormément d'enjeux, et on le voit, téléphone portable bien sûr, mais on a vu dans les films de Romer, on voit l'évolution du téléphone, et je trouve ça super intéressant. On voit à quel point du coup le téléphone, avant le téléphone portable, du coup le téléphone fixe déjà, puis le téléphone semi-fixe on va dire quoi, structure le quotidien des gens en fait. Parce qu'à l'époque, quand t'as un téléphone fixe et que du coup tu dois dire on se rejoint à 17h, et que du coup après t'as plus de news, t'as pas la même manière de te déplacer, la même manière d'aborder un événement que quand t'as ton téléphone et que tu sais à tout prix où est la personne. Et puis en plus maintenant même on va dans un délire où on peut envoyer notre position aux gens, enfin tu sais c'est de la folie, mais bon. Justement, c'est son pendant plus cauchemardesque que satirique. Ouais, non, franchement, non. Bon, en tout cas, je peux être d'accord avec toi dans le sens où je trouve que du coup, tu vois son talent à faire de l'horreur quand il sort de l'horreur. Par exemple, la scène de quand il y a Austin Butler qui arrive parce qu'il fait une sorte de gourou de secte et qu'il fait une sorte de repas quand il s'est endormi, Joaquin Phoenix. Là, elle est un peu, pas cauchemardesque, mais un peu gênante parce que tu vois qu'il a cette expérience de filmer de l'horrifique. Mais quand justement tu enlèves les codes de l'horreur, c'est là que ça devient intéressant. Alors que dans ces autres films, on a beau dire oui, soi-disant, Ari Aster va
révolutionner les codes, c'est faux. Pour moi, il les réaffirme. Peut-être qu'il peut apporter une petite patte, et du coup, avec ce truc de merde de elevated horror, j'aime pas tout ce terme, on en a déjà parlé. En gros, comme quoi ce serait des films d'horreur intelligents, sous-entendu que les autres films ne le seraient pas. Bon, déjà, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment, à part Eddington peut-être. Mais bref. Moi, franchement, c'est pas quand il va dans le cauchemardesque et quand il va dans l'outrance que je l'ai bien aimé le film. Et c'est dommage. Voilà. Bon, j'ai vu quoi d'autre? J'ai revu Twin Peaks The Return. Du coup, j'en ai pas reparlé en stream parce qu'à l'époque, on avait parlé de Lynch, j'avais pas encore vu la saison 3. Exceptionnel. Oh là là là, je sais pas si des gens l'ont vu dans le chat. Le problème, c'est que j'ai pas trop envie d'en dire vraiment beaucoup sur l'intrigue parce que c'est tellement dingue et c'est un truc à découvrir. Mais je l'ai vu et je l'ai revu là il y a une semaine. On a fait un marathon avec une pote, on a maté tous les épisodes en 2 jours. Donc c'était absolument éreintant. Je sortais de là, je me sentais vraiment comme dans Twin Peaks, quoi. On a beaucoup parlé de Lynch sur YouTube si vous voulez. On a parlé 50 minutes de Lynch, je crois. C'était assez long. Donc si vous voulez savoir nos avis sur Lynch, passez là-dedans, hein, tout simplement. Le son était dégueulasse cette VOD, j'en suis désolé. Même l'image. Hein. Augustin, il est au paradis là. C'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, on l'a pas revu depuis, hein, donc au final, ça veut tout dire. Mais ouais, Twin Peaks The Return, ça en dit tellement, ça va encore plus dans le frontal, dans l'origine selon lui du vice américain, du coup avec Hiroshima, avec les Indiens, etc. J'ai vu I Love Peru aussi. Avec d'un côté Quentin qui me dit c'est génial, super drôle, et de l'autre Augustin qui me dit c'est une catastrophe et c'est pas drôle. Du coup je savais pas trop où me situer. Surtout qu'en plus Raphaël Quenard, je commence à en avoir un peu marre de sa gueule. Mais franchement, en vrai, il dure 1 heure même pas le film. Et franchement il y a des scènes vraiment drôles et c'est à souligner quand même. La scène où il est au téléphone avec l'ambassadrice du Pérou, je trouve ça hilarant. Genre j'ai vraiment pleuré de rire. Pas tous les films comiques me font pleurer de rire, donc franchement même si tout le reste... Non par contre la séquence avec Michel Hazanavicius je l'ai pas trouvé drôle. C'est plutôt là que je fais le walk et que je suis en mode oui on dirait des petits collégiens qui veulent dire le mot viol quoi. Je trouve ça pas dingue. Mais par contre la scène déjà avec François Civil elle est marrante. La scène avec du coup l'ambassadrice est marrante. Celle où il parle des coups, les Péruviens qui ont pas de coups, très très drôle aussi. Mais oui on est d'accord, vlog YouTube ou à la limite film Prime Video. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'aller au cinéma pour ça, je suis allé le voir quand j'étais à La Rochelle en vacances. Je me faisais chier. Je payais 7 € pour 1 heure. Ça fait un peu mal au cul. Genre, ça fait un peu mal au cul. Mais ça va. Franchement, ça va. Et justement, je trouve que Quenard est vraiment marrant dedans. Donc c'est cool. Parce que quand même pour lui, hein, je pense que ça va lui faire du mal le fait d'être essoré de partout, de donner un peu de son phrasé si spécial et du coup de devenir une parodie de soi-même, ça va lui faire du mal, tu vois. Mais là, franchement, je le trouve assez rigolo. Mais toujours des travers qui fait qu'il est pas allé plus haut dans ma note, c'est que en fait, il va dans les trucs un peu comme on disait tout à l'heure, de devoir rendre le personnage attachant. Donc ça c'est avec toute la narration de... Oui, à la voix off, oui, qui pue la merde aussi, mais toute la narration de oui, sa copine qu'il quitte et en fait il veut la reconquérir, donc faut montrer qu'il est un peu gentil et qu'il est triste. J'en ai rien à foutre. Montrez-moi Quenard être un connard. C'est là que c'est drôle. C'est quand c'est un fils de pute, c'est quand il veut pas payer le repas, c'est là que c'est marrant. Quand on désamorce, je trouvais ça moins rigolo, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Simone Barbès, ça je suis sûr que personne d'entre vous n'a vu. Exceptionnel film qu'on a vu avec Quentin et Sarah du coup. Si vous voulez vous sentir originaux, si vous êtes jeune, regardez ça, c'est trop bien. Film en gros sur une meuf qui est ouvreuse dans un cinéma porno dans les années 80. Donc c'est les deux là. Et Simone Barbès c'est elle. Donc elle est très, tu vois, faut pas la faire chier quoi. J'adore déjà quand c'est ce genre de personnage là qui est comme ça. Et après en fait elle finit sa nuit. Et après elle va dans un bar lesbien. Et puis après cette séquence là, il y a une séquence dans un taxi avec un homme. Enfin pas un taxi mais un mec qui veut la prendre en voiture. Elle dit non. Et après il la retrouve. Il fait bah écoutez c'est vous qui conduisez si vous voulez. Et puis il y a un truc ultra intéressant dans ce film, c'est vraiment de montrer le contexte de l'époque, quoi. Genre, c'est montrer les milieux queer, donc du coup, ça va dans un bar lesbien. Et je pense que si jamais il n'y avait pas eu ces films-là, en fait, on saurait pas à quoi ça ressemble, quoi. Donc c'est trop bien de pouvoir documenter de qu'est-ce que c'était d'être dans un bar lesbien dans les années 70. Et ce film, il le montre avec brio. La meuf a une manière de parler assez rigolote, comme je vous l'ai dit. Donc je vous le conseille aussi. Donc ouais, franchement, je vous recommande Simone Barbès aussi. Et puis la scène de fin, super belle avec... vraiment, je sais pas si je peux trouver des images, mais le mec ressemble vraiment à Bouteflika. L'ancien président algérien. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, sachez-le. Dans mon monde, c'est Bouteflika qui joue le mec qui pleure. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Pauline à la plage. Ah oui, en fait, c'était avant que je parte en vacances. Je voulais mettre des petits romers. Voilà, je voulais me sentir un petit peu romérien, quoi. Et lui, je le trouve super beau. Ça raconte du coup Pauline qui a 15 ans, c'est ça? Qui vient en vacances dans je sais plus quelle ville. À Granville, donc en Normandie, RPZ. Le drapeau. Ah, vous le voyez pas, c'est trop zoomé. J'ai un drapeau normand dans mon salon. En Granville avec sa tante qui est jouée par Ariel Dombal. Et ça parle un petit peu des amours d'été. Avec, un mec qui joue vraiment un enculé mais qui est trop fort, c'est lui là. Dans le film il est détestable mais du coup tu l'aimes bien, t'aimes bien détester. Parce que c'est vraiment un gros baiser quoi. Le mec qui ment à tout le monde, il en a rien à foutre. Et à la fin il est ridiculisé à tel point que genre même il a une sorte d'égarement bizarre, trop chelou, vicieux, où il finit par limite pendant qu'elle dort essayer de vouloir à moitié l'embrasser quoi. Et elle lui donne un gros coup de pied dans la gueule. Donc je trouve que c'est une bonne réponse, bravo. Faites ça. Très beau film aussi parce qu'en fait ça parle un peu de les relations amoureuses et que des fois vaut mieux pas savoir des choses. Et je trouve ça beau, je trouve que le déni, on a beau dire, parfois c'est vachement utile. Et ce film parle un peu de ça. C'est lui, non pas du tout, c'est pas lui, il est où? Bah c'est nickel, il montre... Ah non mais attends je suis con, c'est Féodor Atkin, pardon, c'est lui dans le film qui joue le petit con.
Et lui d'ailleurs, le blond, c'est un peu le nice guy qui est en mode oui, moi je comprends pourquoi t'es avec lui. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Manu Bolognaise, Sophie Le Tourneur, un de ses premiers films. Ça parle du collège, je trouve ça super beau. Les amitiés déjà entre filles et même le rapport bizarre fille-garçon, de devoir à la fois se vanner et tout. Je saurais pas trop quoi en dire vraiment précisément de ce film, mais je l'ai vraiment trouvé génial. Et je trouve que du coup, tu vois, j'ai tout vu. Ouais, j'ai tout vu de Sophie Le Tourneur. Waouh. Putain, ça me met un petit coup. Tu vois vraiment, elle, ce qu'elle veut, Le Tourneur, dans tous ses films, c'est montrer des gens qui racontent des histoires. Et du coup, bah là, en fait, elle montre des enfants parce que qui raconte le mieux les histoires et qui raconte le plus les histoires que les enfants? C'est eux qui font le. Et là, on disait qu'on faisait ça, c'est le fameux jeu de la cour de récré, quoi. Et du coup, tout le temps, elles se racontent les histoires, les deux filles, et c'est génial. Ça, super bon. Bon, j'ai revu Les Petits Mouchoirs, je sais pas pourquoi. Mais j'avoue que j'ai un petit plaisir coupable avec ce film. Pourtant, Guillaume Canet est mon ennemi, hein, comme c'est dit dans ma bio Letterboxd. Hein. Sachez-le. Hein. Film qui peut être rigolo par moment. En même temps, il y a Laurent Lafitte. Et j'aime bien Laurent Lafitte, j'avoue. Il y a Magimel aussi qui est un très bon acteur. Et il y a Cluzet, moi. Cluzet, enfin désolé, mais plus c'est dans ce film-là qu'il y a le fameux je suis le parrain de ton fils. Je trouve ça trop fort. Désolé, toutes les scènes avec Cluzet, même si c'est médiocre, hein, d'un point de vue cinématographique, c'est médiocre hein, ce film-là. Hein. Genre, on l'a vraiment vu en soirée parce que voilà. Ah, ne le dis à personne, mec, ça c'est un niveau. Ça. En plus, c'est Cluzet le personnage principal, ça je vous invite tous à le voir. Hein. Ah, le Hate Watch. J'ai mis une demi-étoile. Non, mais c'est une catastrophe ce film-là. Le moment où il retrouve le mec là dans la rue et qu'il l'insulte à moitié, je sais pas, où il dit va te faire enculer, comme ça, c'est absolument fou. Non, franchement, voir Cluzet dans ces rôles-là, un peu action, franchement, merci Guillaume Canet, hein, merci pour les travaux. Mais ouais, mais Les Petits Mouchoirs, du coup, film un petit peu. Film bonbon. Comme dirait Quentin, film bonbon. Bonbon un peu amer, mais bonbon quand même. Franchement, une catastrophe en termes de cinéma. Il va dans tous les trucs que j'ai cités avant, quand je parlais de Sorry Baby, entre autres. Vraiment de mettre de la musique, blablabla, de filmer des scènes qui sont pas forcément. Qui ont un début et une fin très marqués. Du coup, j'aime pas ça. C'est nul, mais c'est drôle. Voilà. Et puis aussi, ça en dit long. Je trouve que ça reste un film social aussi. C'est bizarre un peu de dire ça, mais je trouve que c'est un film social dans le sens où il montre une certaine bourgeoisie qui est tellement déconnectée qu'elle peut se permettre déjà de montrer dans un film que c'est réaliste de prendre un avion Bordeaux-Paris et Paris-Bordeaux la même journée juste pour aller voir un mec. Et qui en plus, du coup, montre des gens qui le font vraiment. Parce que leur mode de vie à eux, c'est clairement ça, quoi. Et du coup, je trouve ça intéressant. Par oui, le film est très long. Sachez une chose, on l'a regardé et on s'est maté un petit. On avait commencé par Astérion d'abord. Et là, on se rend pas compte, mais c'est énorme. Hein. Là, c'est la taille de sa maison, l'écran, parce que j'ai un projecteur. Et on a maté Les Petits Mouchoirs là. Il faisait très très froid. Et je me rappelle que vraiment, chaque 20 minutes du film, quelqu'un partait. Et moi, j'ai fini tout seul avec Léa à regarder le film. Après, elle est partie. Moi, je suis resté dans le jardin la nuit. Je me suis endormi. Je me suis réveillé par le soleil. J'ai dormi dans un transat. Et il y avait genre, je sais même pas si c'est une guêpe, mais genre vraiment un énorme insecte qui m'avait flingué tout le front. Et du coup, je pense que je ne dormirai plus jamais à la Belle Étoile. Fuck la nature, franchement. Fuck Happy Chapon.